Le 28 janvier 1916, Joseph Avignon, soldat au front et touché au combat, succombe à ses blessures juste avant sa permission tant attendue pour retrouver sa famille. Un siècle plus tard, toutes ces lettres écrites à son épouse Maria sont découvertes lors d'un vide-grenier par Obscuriosity, avec qui on collabore de temps en temps sur cette chaîne. Dans ces lettres, il raconte son quotidien, ses craintes, ses espoirs et la propagande et l'absurdité de la guerre. J'ai travaillé avec Obscuriosity pour retrouver sa famille avec votre aide. Après une quête émouvante dans laquelle on raconte à la fois le quotidien de Joseph à travers ses lettres et notre enquête pour retrouver ses descendants, nous parvenons à les restituer en nous rendant dans le sud de la France. L'histoire aurait pu s'arrêter là, tout était raconté dans cette vidéo faite il y a 5 ans maintenant, mais un ultime rebondissement est venu rendre cette affaire encore plus belle. C'est une série de coïncidences, un effet papillon incroyable mais vrai, qui a permis de réunir une famille grâce au témoignage oublié d'un soldat de la Première Guerre mondiale. Bonjour, je suis Sylar, sur cette chaîne j'aime vous raconter toutes sortes d'histoires extraordinaires, et aujourd'hui je vous raconte l'histoire vraie qui est née d'un effort collectif, grâce à vous, à nous et à la magie de l'effet papillon. C'est à titre personnel, je pense, l'une des histoires les plus incroyables et les plus improbables que j'ai pu vivre. Installez-vous confortablement, ça va être un sacré voyage. Alors, je vous recommande vivement le visionnage de notre précédente vidéo qui retrace la restitution des lettres si vous voulez en apprendre plus sur le quotidien de Joseph, parce que on lit vraiment les lettres qui nous ont le plus touchés. En plus de ça, il y a eu un énorme travail documentaire qui a été fait, mais je vais de toute façon vous résumer notre enquête, donc pas d'inquiétude. Voilà comment est-ce que tout a commencé. Joseph Avignon, mobilisé au front pendant la Grande Guerre, raconte donc son quotidien dans ses lettres à sa femme Maria et leur fille Valentine. Mais l'histoire de Joseph Avignon débute dans un village paisible, Gaillac-Toulza, où il voit le jour en 1888. De sa jeunesse insouciante à sa vie d'adulte vers Toulouse, Joseph est un homme simple, attaché à sa famille et à sa terre. Bref, c'est une personne lambda, si j'ose dire, de son temps. Mais le monde bascule en 1914 et Joseph est arraché à sa vie pour devenir ce qu'on appelle un poilu. Il est sur le front de la Grande Guerre. C'est dans l'enfer des tranchées que Joseph commence à écrire des lettres à sa femme Maria et à leur fille Valentine. Il y raconte l'horreur crue de la guerre, l'angoisse des attaques, l'épuisement des hommes et son étrange lucidité face à la mort qui l'entoure. Mais au milieu de ce chaos, Joseph se remémore les promenades le long du canal avec sa famille, les soirées passées au coin du feu, et il exprime le besoin et surtout l'attente de retrouver ses proches. Et c'est surtout son témoignage qui nous a touchés et a aussi ému beaucoup d'entre vous, donc pour que vous puissiez vraiment vous en faire une idée, ou bien vous le remémorer, voici un extrait qui vous résume son parcours. Très chère Maria, aujourd'hui, je suis encore dans les tranchées. Et vers 9 h ce matin, nous avons reçu de bonnes nouvelles. Il paraît que les Russes avancent beaucoup et gagnent du terrain sur l'Allemagne. On ne pensait pas que ça durerait si longtemps. Te souviens-tu, toi, chère Maria, quand je t'ai quitté au tramway? Je te disais que peut-être je reviendrai pour passer la fête du 15 août avec nos chers parents. Ça sera pour le 15 de l'année prochaine. Très chère femme, j'ai lu le bulletin que tu m'as envoyé. Je l'ai lu mais avec très peu d'attention. Parce qu'il ne dit juste pas la vérité. Malgré qu'ils veulent nous empêcher de déclarer ce qui se passe, on ne peut pas s'empêcher de vous le faire savoir. Vous n'en savez pas assez, car si vous saviez tout ce qu'il se passe, vous viendriez nous délivrer. Qu'allons-nous devenir? Les puissances se ruinent et après il faudra payer à la sueur de son front. Eux, ils savent pourquoi faire la guerre. Et nous gagnons une balle dans la peau et nous mettons ensuite nos familles dans une misère noire. Dans les journaux, ils montrent des caricatures qui disent qu'un Français vaudrait 4 Boches. Non, c'est complètement faux, car les Boches ont des armes que nous n'avons pas, et parce qu'un homme n'est pas plus malin qu'un autre. Sur le front, il y a des morts les uns sur les autres. C'est affreux. Je crois que l'on veut la fin du monde. Quand le moment arrivera, que nous crèverons et qu'on ne pourra plus résister, ils seront obligés de signer la paix. Nous sommes tous là, comme des victimes du devoir. Malheureusement, un éclat d'obus vient sceller son destin et il s'éteint le jour où il aurait dû rentrer chez lui. C'est une cruelle ironie du sort. Ces lettres tombent dans l'oubli pendant plus d'un siècle et finissent par réapparaître dans les circonstances les plus improbables. Pendant un vide-grenier, Obscuriosity tombe sur une vieille malle poussiéreuse. Elle l'ouvre et elle découvre des dizaines de lettres éparpillées. Elle est touchée par ces fragments d'histoire, elle passe des heures à les lire et à les remettre dans l'ordre, et rapidement elle comprend qu'elle tient entre ses mains le témoignage brut et surtout tragique de Joseph Avignon. Elle me les montre, ces fameuses lettres, elle me les fait lire, elle me dit qu'elle aimerait retrouver ses descendants pour restituer ces lettres.
Quand je les lis, je suis vraiment touché par le témoignage de Joseph. Vous savez, d'habitude, je partage des histoires extraordinaires, et en lisant les aventures terribles et tragiques de Joseph, lettre après lettre, je me dis qu'on doit non seulement retrouver ses descendants, mais aussi partager cette histoire et son quotidien raconté dans ses lettres. Surtout là, je me disais vraiment non, il faut documenter ça, c'est un récit porteur de sens et extrêmement touchant. Donc on commence à travailler là-dessus, à essayer de retrouver ses descendants, et l'enquête a vraiment pris un tournant inattendu quand on a lancé un appel sur les réseaux sociaux. Très vite, des passionnés d'histoire se sont mobilisés, ils ont fouillé les archives, les registres pour nous aider à retrouver une descendance, et leurs recherches ont effectivement permis de retrouver des membres assez éloignés de la famille de Joseph, et elles ont surtout relancé cet espoir de restituer ces lettres à ses descendants parce que on faisait vraiment chou blanc depuis un moment. Grâce à ça, on parvient à retrouver Alain Boutet, qui ignorait absolument tout de l'existence de Joseph, parce que Joseph était en fait le frère de sa grand-mère maternelle, elle aussi appelée Maria Avignon, qui est devenue Maria Boutet à son mariage. Et dans une petite salle de la mairie de Sainte-Gabelle, entourée de vieux registres et d'actes de mariage, on retrace un petit peu tout ça et on lui remet enfin ses lettres. Alain, ravi de les avoir récupérées, nous promet de faire perdurer le souvenir de Joseph auprès de sa descendance avec ses lettres, et l'histoire, franchement, elle est belle et elle aurait pu s'arrêter là. Mais c'était sans compter sur la magie des réseaux sociaux. Bonjour, je viens de prendre connaissance de votre recherche sur les soldats Joseph et Pierre Avignon, nés à Gaillac-Toulza. Je suis le petit-fils de Pierre. Mon père, Jean Avignon, est né de son second mariage le 2 juillet 1923. Nous n'avions que peu d'informations sur Joseph et Pierre, même après m'être rendu sur place à Gaillac-Toulza il y a 3 ans. Cette histoire est incroyable. On lui fait part qu'on est extrêmement surpris et il nous répond « J'ai fait jouer vos vidéos au moins 3 fois, n'y croyant pas mes yeux ni mes oreilles. » En ce 11 novembre, je pensais même hier à mon petit périple infructueux à Gaillac-Toulza il y a 3 ans et je vois que vous avez fait le même voyage. Alors, ce message, déjà, je le reçois 1 an après la sortie de la vidéo, et symboliquement, je le reçois, si vous regardez bien, le 11 novembre, le jour de l'armistice. Évidemment, ça me surprend. Et je ne suis pas le seul surpris, puisque Pierre l'est tout autant sur le moment. J'en fais part à Obscuriosity. Elle aussi, elle est surprise. On ignorait absolument tout de l'existence d'une famille descendante de la famille Avignon qui vivait aux États-Unis. À partir de là, on s'envoie plusieurs messages. On s'appelle et on comprend un petit peu mieux leur histoire. Déjà, Pierre Avignon, il est rassuré, il voit que ça n'est pas du tout une blague et que tout ça est bien réel, et il m'en raconte un peu plus. Pierre Avignon est le petit-fils du frère de Joseph. Il a d'ailleurs été nommé d'après son grand-père, qui porte aussi le prénom de Pierre, et dont nous parlions justement dans notre première vidéo, lorsqu'on avait retracé la vie de Joseph. Maintenant, voici le fait le plus improbable de toute cette histoire, et on dirait vraiment un cliché un petit peu de film de Noël. Il faut savoir que Obscuriosity est réunionnaise. Alors, pour l'armistice, un quotidien de la Réunion décide donc de raconter notre enquête. Jusqu'ici, vous allez me dire quel rapport. Eh bien, il s'avère que la sœur de Pierre Avignon, Anne, vit à la Réunion. Et c'est le mari de sa sœur qui tombe sur l'article au moment où Pierre Avignon fait des recherches sur sa généalogie sans succès. Donc le couple de la famille Avignon qui vit à la Réunion transmet l'article à Pierre, il tombe dessus, il découvre ensuite notre première vidéo et il se rend compte que tout est bien réel. Là, on rentre en contact, je reçois son message et on est tous absolument stupéfaits. Suite à ça, on a transmis à Pierre les coordonnées d'Alain Boutet et les deux familles sont entrées en contact. Et non seulement elles sont entrées en contact, mais en plus elles se sont rencontrées parce que Pierre est venu des États-Unis jusqu'en France pour rencontrer justement l'autre partie de la famille. Elles ont été réunies grâce à l'effet papillon, en fait j'ai pas d'autre mot. Il faut vraiment s'imaginer que les lettres écrites par Joseph Avignon pendant la Grande Guerre finissent dans une brocante un siècle plus tard. Elles sont récupérées par Obscuriosity parce que une malle attire son attention. Elle les garde pendant longtemps chez elle parce qu'elle n'arrive pas à retrouver ses descendants, jusqu'à ce que finalement elle décide de me les montrer. On décide ensemble d'essayer de retrouver sa descendance. On fait des appels et avec votre aide, on arrive à retrouver des descendants. Je décide de faire la vidéo dessus, on poste la vidéo est reprise par les médias, et grâce à ça, enfin, une partie de la famille Avignon, donc la sœur de Pierre Avignon, qui vit à la Réunion et parce que Obscuriosity est réunionnaise, tombe sur un article qui en parle en 2021. Et en plus, le jour de l'armistice.
Alors c'est incroyable et pourtant c'est vrai. On voulait vous en parler plus tôt, mais comme vous le savez, la pandémie a frappé, nos vies à toutes et tous ont été bousculées et ce sujet a été un petit peu mis de côté. Les années passant, on ne voulait pas être intrusif non plus ou dérangé parce que c'est quand même une histoire assez intime pour ces familles, donc on n'a pas forcément relancé les familles, mais cette histoire elle est vraiment restée dans nos têtes. On l'a racontée avec Obscurity autour de nous, un peu pour des anecdotes entre amis, dans la famille, et puis comme pour apporter une conclusion, on s'est dit qu'il était quand même temps de vous raconter cette suite et fin de cette belle histoire qui commence par un drame terrible et qui termine sur une belle touche d'espoir un siècle plus tard. À titre personnel, je voulais vraiment apporter cette conclusion parce que, notamment, on va dire par les temps qui courent où tout est un peu morose, un peu déprimant autour de nous, je trouve que c'est vraiment porteur d'espoir et assez fort symboliquement. Alors, on a repris contact avec Pierre Avignon qui a gentiment accepté de discuter avec nous et nous raconter son point de vue à lui sur toute cette histoire, qu'est-ce qu'il en a pensé, et il nous partage aussi son histoire de famille intime, mais qui est importante à entendre. On lui a demandé où est-ce qu'il en était au niveau de ses recherches généalogiques quand il est tombé sur notre vidéo. Eh bien, la recherche d'abord, du côté de mon père, elle était très limitée. Je savais qu'il y avait 2 frères, il y avait Pierre et Joseph. Au-delà de ça, j'avais très peu d'informations de ce côté-là. J'avais fait des recherches généalogiques du côté de ma mère, qui étaient remontées dans les années 1600, quoi. Même avant avec l'aide d'autres chercheurs. Donc ça m'avait très motivé, mais à ce niveau-là, j'étais sorti bredouille. Donc j'avais fait appel au niveau des archives, j'avais contacté la mairie de Gaillac-Toulza avec les petits indices que j'avais, mais j'avais rien du tout. Et lorsque cette découverte a été faite par ma sœur, c'est son compagnon en fait qui l'a découvert dans un journal local de La Réunion. Il m'a sorti ça, il m'a dit regarde ce que j'ai trouvé, il y a quelqu'un qui a trouvé des informations sur Joseph et Pierre. Et je vais vous dire vrai qu'au départ j'ai pensé à une supercherie, quoi, parce que qu'est-ce que j'avais fait déjà, j'avais posté pas mal de choses sur internet, dans beaucoup de forums, en faisant de la recherche et tout ça. J'étais un peu intrigué, quoi. Il a fallu un petit peu de prise en conscience, en confiance à ce niveau-là, parce que c'était trop beau pour être vrai. Bon, évidemment, il a du mal à le croire au début, et franchement, on le comprend. Et puis en vérifiant les informations dites dans la vidéo, il se rend compte que toutes les informations collent, les détails, les noms, les dates. Il s'agit bien de l'autre côté de sa famille sur lequel jusqu'ici, il n'avait pas d'informations claires. À partir de là, il m'envoie ce fameux message, on rentre en contact et je lui transmets les coordonnées de l'autre branche de la famille. Bon, ce sont des gens que je ne connaissais pas et je leur ai écrit. Je l'ai abordé un peu sans être trop intrusif, quoi. C'est-à-dire de manière en disant que ce serait intéressé de consulter les lettres, tout ça, sans trop m'approprier des choses, sans dire que j'étais davantage descendant direct qu'il l'était, parce que si on le regarde un peu sur le niveau de la généalogie, moi donc j'ai approché ça d'une manière par curiosité, quoi. Et ça a bien fonctionné, quoi. On a eu un rapport de confiance avec la famille, et ils nous ont accueillis. Ils étaient tout à fait, tout aussi intéressés eux-mêmes de connaître un membre de la famille. Donc c'était une partie de la famille dont ils ne connaissaient pas, quoi. Pour nous, c'était nécessaire et important de raconter ce témoignage. Déjà, ça permet de comprendre un peu plus l'histoire avec un grand H, mais vous le savez peut-être, sur cette chaîne, j'aime aussi vous parler de la micro-histoire, les croyances locales. J'ai notamment toute une playlist qui ne sont pas les vidéos les plus vues, mais qui parlent des folklores locaux, notamment en France, où vraiment on va découvrir toutes ces choses oubliées mais qui existent et qui font partie de la richesse, la diversité de l'identité française. Et sur ce sujet-là, un petit peu plus historique, c'est la même chose. Pour moi, ça représente de la micro-histoire. En comprenant la trajectoire de vie de Joseph Avignon, et donc par extension des personnes autour de lui, on comprend également mieux tout le contexte d'une époque, avec ses nuances, avec sa complexité, où rien n'est tout blanc ou tout noir, mais plutôt en beaucoup de mélanges de gris. On comprend mieux les trajectoires de vie des gens et on comprend mieux le passé familial et donc beaucoup de choses. Et justement, tout ça m'a amené à questionner les conséquences qu'ont eu ce passé dans la vie de Pierre Avignon. Oui, il y a un impact qui est souvent sous-évalué, quoi, parce qu'on parle d'une guerre, il y a des victimes, il y a beaucoup de morts, mais après on parle très peu on parle davantage du traumatisme
des soldats, davantage aujourd'hui. À ce moment-là, on n'en parlait pas. Par exemple, mon grand-père, après la guerre, il fallait qu'il marche droit en montrant leur bravoure, et ils ne pouvaient pas parler, par exemple, qu'ils ne pouvaient plus dormir la nuit, qu'il y avait évidemment s'il y avait l'atrocité de toute cette mémoire, de tout ce qu'ils ont vécu dans les tranchées, tout ça, il fallait pas en parler, quoi. Et ça se répertoriait sur leur comportement, sûrement sur des violences domestiques, d'autres choses. Tout ça, à ce moment-là, on ne pouvait pas en parler. Et au niveau de mon grand-père, lorsqu'il avait été arrêté en 1932, par exemple, pour déserter sa famille, c'était au sujet de mon père, quoi. C'est-à-dire qu'il a déserté sa famille, et ma grand-mère et mon père se sont retrouvés seuls à un certain moment. Mon père n'a jamais eu de rancœur envers son père, parce que ce qu'il faut comprendre à ce niveau-là, c'est que mon grand-père, souvent, il buvait pour soulager ses douleurs abdominales. Il y avait plein de choses comme ça, et il y avait ce traumatisme, quoi, qui n'était pas traité, quoi, qui n'était pas pris au sérieux. Et ensuite, il est décédé quand même assez jeune. Donc à ce niveau-là, ça a créé beaucoup de tensions. Je pense que la veuve de Joseph pensait que c'était injuste que Pierre soit revenu de la guerre, mais pas Joseph, parce que Joseph a eu un enfant. Il y avait plein de choses comme ça, quoi. Donc il y avait des accusations un petit peu au niveau que c'était un coureur de jupons, mais c'était peut-être vrai en fait. Mais est-ce qu'il avait fait des avances avec elle, peut-être, parce qu'à ce moment-là, il y avait une tradition, quoi. Le mari ne rentrait pas de la guerre, bon, le frère prenait la place, quoi. Il y avait un peu ce rôle, quoi, à ce niveau-là. Donc il y a plein de choses comme ça auxquelles j'ai pensé, quoi, qui ressort un peu de cette histoire. Et je sais qu'il y avait énormément de tensions au niveau des familles entre mon père et les demi-sœurs, donc de la première famille. Donc après la trêve, lorsque la guerre finit, il y a pas mal de séquelles au niveau des populations. Ces lettres, sauvées dans une brocante, restituées à la famille, doivent aussi, et c'est la volonté de la famille, être préservées, archivées, pour que les générations actuelles et futures puissent les étudier, les redécouvrir ou encore se souvenir, et qu'ils continuent d'exister aussi longtemps que possible à travers ces mots laissés sur ces lettres qui nous ont profondément touchés. D'abord, ce qui surprend, c'est qu'il écrit beaucoup, quoi. Et là, bon, il raconte tout, quoi. Il y a une intimité qui est assez profonde, quoi. C'est sa compagne, on dirait que c'est son ami d'enfance en même temps, et il raconte tout, quoi. C'est tout à fait unique. Je pense qu'on trouvera très très peu de lettres comme ça de soldats. Mais je veux dire, si j'étais soldat sur le front moi-même, je ne sais pas si je raconterais ce niveau de détail à mon épouse, quoi. J'essaierais plutôt de la rassurer. Et là, je ne sais pas si... il n'essayait pas de l'effrayer non plus, mais il avait un devoir de tout raconter. Et c'est là que ça devient passionnant. Parce que les lettres, lorsqu'on les touche, c'est une lettre que mon grand-père, mon grand-oncle, son épouse ont eu dans leurs mains, quoi. Donc c'est un testament vivant. Ça fait partie un peu du Trésor national, quoi. Si on peut trouver une organisation qui est intéressée par ces lettres, on devrait pouvoir préserver ces lettres a posteriori. Alors ça, c'est la partie qui est apportée par Joseph. Et après, ce qui m'a surpris, c'était vous, d'une génération qui est presque 2 générations après moi, de parler de gens qui sont de 2 générations au-dessus de moi, de parler d'ancêtres dans un monde où ça devient un petit peu, on a des conflits qui se déclarent. Moi, je vous dis, ça me met un peu en désarroi, parce que j'étais quand même dans une génération où on voyait un peu l'espoir arriver. Dans les années 80-90, on voyait un peu de la résolution, quoi, derrière. Ça inspire un peu de voir qu'il y a des générations plus jeunes qui essaient de comprendre. Et là, on le voit, quoi. Dans ces lettres, on voit comment les jeunes soldats étaient mobilisés, pleins de bravoure, et on voit un peu l'ascension et puis le déclin après. Obscuriosity, c'est grâce à toi que cette histoire a commencé. Je pense que c'est bien
qu'on l'a conclu avec tes mots. J'aurais jamais pu m'imaginer qu'une histoire comme celle-ci aurait pu aller si loin. Quand j'ai trouvé ces lettres, c'était vraiment une curiosité personnelle et un goût personnel pour ces histoires, ces tranches de vie. Et je trouve que c'est inspirant comme histoire. Si vous avez ce genre de témoignage chez vous, je peux que vous inciter à essayer d'en parler avec vos familles, si vous en avez la possibilité. Et si vous trouvez ce genre de trésor quelque part en brocante, essayez, ne serait-ce qu'un peu, de vous intéresser peut-être aux personnes qu'il y a derrière ces objets. Peut-être essayer de faire cette même démarche de retrouver des descendants parce que ça crée des liens, parce que c'est important et parce que c'est une manière aujourd'hui de continuer à faire vivre cette histoire qui devient de plus en plus lointaine, pour nos générations de moins en moins concrètes. Et pourtant c'est important. Continuer à faire vivre ses souvenirs et ses mémoires. Enfin, pour les lettres, si des gens près de Toulouse connaissent, sont dans le secteur des archives ou ont des contacts sérieux pour pouvoir archiver ça de manière publique et nationale, n'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire, je regarderai attentivement les commentaires. Oui, c'est un peu le point final qu'on voudrait donner à cette histoire. Ce qui importe maintenant, c'est de faire en sorte que ces lettres-là, elles ne se retrouvent pas dans 10 ans dans un nouveau vide-grenier et qu'il n'y ait pas une nouvelle personne comme moi qui tombe dessus. On espère que vous avez apprécié donc cette suite et fin à cette très belle histoire. Curiosity, merci, je vous invite à la suivre notamment sur Instagram, tu parles de sciences curieuses, un petit peu de sujets un peu étranges. Et on vous dit à une prochaine vidéo et on est content en tout cas sur notamment ce week-end un petit peu symbolique d'avoir finalisé ce sujet. Avec, on espère en tout cas, une touche d'espoir, parce que ça peut vite être assez triste, assez morose, ces choses-là. Là, on s'est dit quand même, bah oui, ça reste triste, parce que le contexte est triste, à la base, mais dans cette tristesse, il y a également beaucoup de beauté. A très bientôt, au revoir. Salut!